Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, en présence du père. Du père, mais sans le DAF. Mais sans le DAF, parce que pour tout vous dire, en ce moment, je suis un peu souffrante, j'ai ce qu'on appelle une cruralgie qui me fait très mal à la jambe, et j'ai mis mon chien en pension. Chez moi. Voilà, donc il ne vient plus au bureau parce qu'il ne rentre pas sur la DAF mobile, à savoir le vélo de Charles. Voilà. Maintenant, mon scooter, ni l'un ni l'autre, Mais tu devrais acheter une sorte, tu sais, j'en ai vu dans le quartier, c'est adorable. Oui. C'est des sortes de petits vélos avec devant un petit endroit où tu peux mettre le petit endroit, ton chien, il est bel homme. Hein. Ah bah il fait 20 kilos, oui, je te cache pas. Donc... Oui, mais à l'époque, tu faisais ça. On était sur le vélo à Londres et tu mettais Édouard sur le porte-bagages. C'était le porte-bagages. Mais j'ai vu des chiens aussi qui avaient les lunettes de Snoopy. Là. Ça, c'est adorable. Oh, j'aimerais tellement qu'il ait ça. Il serait trop mignon. Enfin, donc aujourd'hui, on va vous faire une petite émission de questions que j'ai récoltée, que je récolte tous les mois sur la page YouTube et sur le Twitter de l'Institut des Libertés. Et on va commencer par une question de Thibaut. Que je trouvais intéressante parce qu'on a fait un graphique que je vais donner à Guillaume pour qu'il l'insère, donc il le mettra là, et qui est bonjour, une question sur le sujet européen. L'Italie, qui était au bord du gouffre il y a 10 ans, semble désormais en nettement meilleure posture que la France en Europe au niveau de la dette privée, au niveau de son industrie et donc de son économie en général. Que pensez-vous de l'Italie par rapport à la France désormais ? Ah, ça c'est une bonne question. Si vous voulez, c'est comparer le boiteux et le cul-de-jatte, si j'ose dire, mais on organise un peu la misère, certes, mais si tu veux, j'ai le souvenir de ce graphique que Louis-Vincent m'avait tiré, où tu voyais la dette de l'Italie, la dette de la France, on est passé au-dessus. Au-dessus. Et donc, comment dire, l'Italie a fait de vaillants efforts pour se redresser. Ils ont fait des réformes d'éducation, du marché du travail, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand même, qu'on le veuille ou non, ils se retrouvent avec des comptes courants excédentaires, c'est-à-dire la balance commerciale qui est excédentaire. Ils se retrouvent avec ce qu'on appelle un excédent primaire, c'est-à-dire on enlève le service de la dette et ils sont en excédent. D'accord. Et ils se retrouvent avec une production industrielle qui a cessé de baisser et qui même recommence à monter. Donc, quelque part, l'Italie va mieux. Nous, on n'a strictement rien fait si ce n'est tirer sur les mêmes ficelles, donc on continue à s'enfoncer à la même allure. Alors, on a fait ici à GAFCAL un travail qui était vraiment un travail de bénédictin et qui est très intéressant. On a été chercher, imagine-toi, toutes les émissions obligataires qui ont été faites depuis 15 ans. Italiennes ou en général ? Italiennes, françaises et allemandes. D'accord. Et on a vu, donc tu sais, celle qui a été faite le 3 septembre 19, il y a 10 ans, etc. Donc on les a mis, quand elles devaient être payées. D'accord, donc leur échéance. Et à quel taux elles avaient été émises. En général, elles ont 10 ans à peu près. Elles peuvent avoir en 7 et 15 ans, tu vois, c'est énorme. D'accord. Donc c'est un travail de bénédictin. Et tout ça n'est pas référencé dans un organisme où on tirerait ça Non, c'est nous qui l'avons fait. Coquins. Aucun des coquins, bien sûr que non. Non, parce qu'on pourrait imaginer, tu te dire, état des dettes, enfin je sais pas, comme un particulier. Oui, j'imagine que tu devrais appuyer sur un bouton au ministère des Finances, ils devraient avoir ça, mais à mon avis, ils n'ont pas. Et donc, quand la dette arrive à échéance, mettons qu'elle était à 3%, si elle est remplacée par une dette à 4%, ça veut dire que le coût de financement de la dette va augmenter d'un, tu vois ce que je veux dire, ou va baisser d'un selon les taux, comme ça. Et on a fait les calculs, et alors on arrive à des résultats très intéressants. Bon, l'Allemagne ça devrait passer 100 à peu près. Pas de problème de financement de la dette. La France, c'est K1, K1. K1. Et l'Italie, à 4-5 ans, si la croissance ne repasse pas au-dessus de 2 ou 3%, c'est cuit. Mais ils ont une croissance au-dessus de 2 à 3%. Non, plus maintenant. En fait, si tu fais la moyenne... Ils ont monétisé le Covid aussi. Si tu fais la moyenne, ils doivent être à 1,5. Il ne faut pas oublier que la population italienne baisse. Bah oui, comme nous autres. La c'est bien notre problème. Donc, une population qui baisse avec une productivité qui ne monte pas beaucoup, c'est difficile de faire plus de 1%. Parce qu'en principe, la croissance du PIB, c'est la croissance de la population
plus la croissance de la productivité. Donc 2% de population, 2%, ça te fait 4%. Alors quelque chose qu'ils ont pour eux et qu'on cite souvent, un peu comme au Japon, c'est que normalement leur dette est détenue en interne, par eux-mêmes. Ce qui, en cas de dévaluation... les aide beaucoup. Les aide beaucoup. Nous, on a un avantage, en ce qui concerne le commerce extérieur, c'est qu'on a d'immenses multinationales. La France a d'immenses multinationales qui gagnent beaucoup d'argent à l'étranger. Et donc, quand tu fais les comptes, tu dis, les étrangers, ils ont acheté notre dette, mais nous, on a pris l'argent et on a fait LVMH, on a fait Schneider, on a fait Air Liquide. Donc, on a un immense patrimoine français qui est détenu comme ça. Et donc, ça joue pas mal sur le commerce extérieur. Oui, mais c'est pour ça que si tu es la NUPES, il est urgent, justement, de flinguer cette société qui pourrait faire la différence dans la balance. Qui font la différence. Non, mais je veux dire, en cas de dévaluation ou de crise ou de sortie d'un système par le haut, qui pourrait nous permettre de nous en sortir par le haut de façon commerciale. Et qui amener en tête ces sociétés qui sont très bien gérées à venir investir en France si ça devenait rentable. Par exemple, on peut rêver. Si le coût du travail devenait autre chose. J'ai vu d'ailleurs un truc admirable, c'est que, je sais pas s'il y avait tout le monde à gueuler contre Total qui avait gagné je sais plus combien de milliards, 17 ou 18, ou après avoir gueulé contre les MH. Par contre, personne n'a gueulé quand EDF a perdu 17 milliards. Si, ça a un petit peu gueulé, et alors ils ont expliqué que c'était évidemment à cause de la libéralisation du marché. C'était la faute du libéralisme. Ah oui, mais bien Comment évidemment. J'ai deviné, voilà. Mais voilà. Si tu veux, il y a un moment où moi je suis fatiguée, tu vois, j'ai plus envie de parler aux gens parce que je suis fatiguée. Ça me fatigue. J'ai plus envie de leur expliquer que leur truc. Bon, voilà, je suis fatiguée. Non, mais explique. Mais ce que j'ai dit, si la NUPES veut régler le problème de LVMH, etc., ils ont qu'à prendre le patron d'EDF, le mettre à LVMH, et le problème sera réglé. 4 ans après, on sera en faillite. Oui, tu prends Madame Lauvergeon et Monsieur Frick. Monsieur Frick, voilà. Et tu sais bien qu'eux, ils gagneront beaucoup d'argent, mais que par contre, les autres en gagneront pas beaucoup. J'attends toujours le jugement de cette dame, d'ailleurs. Ça va être long, cette affaire, je pense. Ça va être long, les dossiers sont compliqués. Hein. Ah bah oui, et puis c'est fermé, sans compter que le mercredi, tout le monde n'est pas là, qu'il y a RTT le jeudi, enfin bon, non, on n'est pas rendu. On n'est pas rendu. Alors, et tu vas voir, parce qu'on va presque penser que j'y ai pensé en amont, justement, si on se place dans une idée Italie versus France, qui s'en tirerait le mieux si on devait sortir de l'euro et qu'il y a une dévaluation ? Alors là, aujourd'hui, ce serait certainement l'Italie. Oui, aujourd'hui, parce qu'ils détiennent leur dette. Parce qu'ils détiennent leur dette et parce qu'ils ont un appareil industriel dont ils ont recommencé à s'occuper, Il ne faut pas oublier que l'Italie a tout. Ce que je dis toujours aux gens, il y a une nation qui aurait dû naître en Europe et qui a raté, qui n'a pas eu lieu. C'était la Savoie. Parce que tu partais, mettons, de Grenoble à peu près, tu vois, puis tu passais en Italie et tu remontais jusqu'à Munich et c'est tous les mêmes. Tu vois, oui, avec la Suisse, avec les grands lacs italiens, tout fonctionne. Tout fonctionne, et ça aurait été... prendre une partie de l'Alsace. Oui, tu trouves... donc c'est tout à fait remarquable. Et donc ces gens-là qui sont au pied des montagnes, et la différence, c'est qu'on m'avait expliqué, c'est que les vallées alpines sont verticales, elles traversent la montagne, tu vois, tu peux passer de l'une à l'autre comme ça. Alors que les vallées pyrénéennes sont horizontales, tu peux pas franchir la barrière. Donc les vallées, c'était un endroit où tu passais d'un côté de la montagne à l'autre, c'était normal, il y avait des transferts tout le temps, c'était naturellement favorable au commerce. Et le nord, la plaine du nord de l'Italie, la plaine du Pô, là, c'est incroyable le nombre d'inventions qui sont passées là. C'est un peuple qui a toujours été à la fois très inventif et très travailleur. Donc là, ils ont bien démarré. Mais si les deux sortaient, il ne serait pas impossible qu'une partie de l'Italie vienne investir en France. Parce que c'est ce qui se passait pendant très longtemps. Si tu veux, Lyon, ça a été un peu une création italienne aussi. Et donc, c'est-à-dire que je ne me fais pas trop de soucis pour cette partie de l'Europe qui est là, parce que celle-là, dès qu'on lui foutra la paix, elle va repartir comme une fusée. Ouais. Alors, est-ce que tu peux expliquer, donc c'était une question d'Antoine Fortier, qui voulait savoir, en pratique, comment fonctionnait une dévaluation, la dévaluation d'une monnaie ? Alors, la dévaluation d'une monnaie, c'est une trop bonne question. Il y a une chose que les gens ont du mal à comprendre, c'est que pour qu'il y ait dévaluation, il faut qu'il y ait taux de change fixe. D'accord. Tu sais, autrefois, par exemple... Mais là, de facto, dans un euro, on a un taux de change fixe. De facto, on a un taux de change fixe. Donc,
Les gens me disent, par exemple, l'euro a dévalué contre le dollar. Non, il n'a pas dévalué, il a baissé. Le prix de marché de l'euro a baissé vis-à-vis du dollar. Bon, c'est pas un acte politique, c'est un acte de marché. Oui. Mais C'est un équilibrage du marché. Le marché, ça monte, ça baisse, puis voilà. Pas comme les dévaluations de l'époque de la lire italienne, où le matin, un gouvernement procédait à un décret et disait on dévalue de Voilà. contre. Donc, par exemple, dans les années 90, beaucoup de monnaies asiatiques s'étaient arrimées au dollar. Oui. Et puis, bon, il s'est passé des tas de choses. Elles ont été obligées de se désarrimer parce qu'elles avaient plus... Bon, il s'est passé plein de trucs. C'était la grande crise asiatique. Et à ce moment-là, ces monnaies asiatiques ont perdu 50%, tu vois. C'était une dévaluation. Elles étaient à un taux de change fixe sur le dollar. Et puis d'un seul coup, la Banque centrale peut plus le défendre. Et tu se pètes la gueule. Ça, c'est une dévaluation. Et puis, il y a la baisse de la monnaie ou la hausse de la monnaie qui n'ont rien à voir. Donc, qui sont juste, une dévaluation, c'est un acte politique où on décide soit de changer le niveau de la monnaie. Par exemple, pendant toutes les années 40 et 50, tout le monde était arrimé au dollar. Donc, quand le franc français, de temps en temps, il passait de 4 francs par dollar à 4 francs 50, c'est-à-dire une évaluation de 12,5%, puis ensuite à 5, et ainsi de suite. Mais ça, c'est quand les taux de change étaient fixes. Tout le monde était arrimé au dollar et le dollar était arrimé à l'or. Puis ça s'est terminé en 71, tout le monde s'est mis à ballonner et on a eu des changes flottants. Donc, dans un monde de change flottant, tu peux pas avoir de dévaluation. Puisque c'est pas un acte politique de fixer le cours de la monnaie. Oui. Donc, ce que disait Madame Thatcher, qui était assez rigolote dans son genre, elle disait l'embêtant avec les gouverneurs des banques centrales et les banquiers et les ministres des Finances, c'est que ce sont des vieux messieurs et qui prennent le taux de change pour un symbole de virilité. Donc, il y avait des tas de gens qui s'accrochaient. Tu sais, tu jugeais une politique au fait que ta monnaie était forte. Mais encore maintenant, le nombre de fois où dans les commentaires, j'ai des gens qui me parlent du franc fort comme une sorte de panacée. En fait, c'est une saucisse, le franc fort. Oui. J'aurais pu la faire. Elle est aussi bien que mon fondamental. Mais non, elle est bien. Je te la donne. Mais donc... si tu veux, cette idée que... une monnaie forte, ça se gagne. Les Suisses, ils n'ont pas décrété... Mais on ne décrète pas une monnaie forte. Tu es fort parce que tu es industriellement fort et que... La Suisse, personne n'a décrété que le franc suisse allait être fort. Personne, voilà. Et cette idée de dire, il faut un franc fort. Je dis, il faut déjà une industrie qui ressemble à quelque chose, un droit du travail qui soit pas emmerdant, enfin, pas mal de... Un gouvernement qui fasse pas 60% du PIB. Voilà, enfin, pas mal de choses qui feront que oui, à terme, vous aurez un franc fort, mais on ne se lève pas un matin en disant « Tiens, nous, gouvernement de gauche, nous allons décider d'un franc fort. » Je dis « Non, vous décidez de rien du tout, vous décidez déjà. De rien du tout. Vous allez nettoyer cette vilaine peau. Et puis, voilà. Bon, alors... Donc, le franc fort, c'est une imbécilité. Mais une de plus, ça fait partie du langage de ce bon... Et si quelque chose, d'ailleurs, le fait de artificiellement gonfler une monnaie empêche les exports. Ça empêche les exports et ça emmène tout le monde... si le franc doit valoir, je ne sais pas combien, 3 Deutschmark, plutôt le Deutschmark vaut 3 francs, si on le met à 2, il y a toute une série d'entreprises qui vont aller se coller en Allemagne. Parce donc c'est ce qu'on a fait. Bien sûr. Donc, pour des raisons politiques, on s'est dit que si on crée une monnaie forte, ça allait automatiquement forcer les entreprises à devenir plus efficaces, etc. Mais en même temps, on faisait les 35 heures. Alors, donc ça marchait pas. Et donc, les gens de l'entreprise s'est dit, bon, ils font les 35 heures, ils me mettent une monnaie à un taux de change pas possible, je vais aller mettre mon usine en Allemagne. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Ou, on le rappelle, l'horaire de travail et le coût du travail n'est absolument pas le même. Bien sûr. Et donc, on se tire nous-mêmes une balle dans le pied en regardant toujours vers l'Allemagne en nous disant c'est notre modèle économique et en ne tirant pas les leçons de ce que je comprends pas, c'est que ce modèle économique, l'Allemagne, c'est très bien, mais par exemple, il y a 50% de plus de fonctionnaires en France qu'en Allemagne. Et les gens me disent, donc, si on met une monnaie très chère, ça va forcer le gouvernement à virer tous ses fonctionnaires. Bon. Mais si les Français sont contents avec 50% de fonctionnaires en plus, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre du taux de change?
Ah non, mais moi, je suis tout à fait d'accord. On peut collectivement, si tu veux, c'est exactement... C'est un choix des Français d'avoir plein de fonctionnaires. Ben voilà. Mais il faut simplement, dans ces cas-là, que les gens en pleine mesure comprennent que leur choix. monnaie sera moins forte que la monnaie allemande. Voilà. Et après, qu'ils aillent pas pleurer parce qu'ils peuvent pas aller à Bali ou j'en sais rien, parce que Dieu sait qu'il y a des Gaulois qui crapahutent à l'étranger. Voilà. Mais c'est comme l'histoire de la retraite. À la rigueur, moi, si tu veux, le reste de l'Europe prend sa retraite à 67 ans. Si on veut collectivement décider d'un système où on prendrait notre retraite à 64 ans et qu'on l'autofinance et à la rigueur, on touchera moins, mais on le fera collectivement. Moi, je dis pourquoi pas. C'est le principe d'une décision en collectivité. On l'a tous fait. On dit bon, bah moi, je trouve que bon, mais il faut qu'on le fasse en raison et pas en force au bout d'un moment. Et puis voilà. Et puis on peut peut-être consulter le peuple encore une fois parce qu'il a peut-être ça serait pas mal. Ça serait pas il a mal peut-être des idées. Non, mais il pourrait dire oui ou non. Puis ensuite, le souverain aurait parlé. Ça, c'est aux autres après de s'ajuster. De s'arranger, de faire les 4x3 qu'il faut, ce que je sais. Enfin, voilà c'est de pas faire tellement rentrer les bouts-fils dans les carrés. Donc tout ça, on retrouve toujours la même chose. C'est un désir. La décision est imposée par le haut et on dit l'intendant suivra, démerdez-vous. Oui, c'est ça. L'intendant suivra, démerdez-vous. Moi, j'ai toujours cette image, si tu veux, quand tu vois des enfants jouer avec tu sais, les sauts Fisher-Price, et puis ils ont des ronds, puis ils essaient de le faire rentrer dans le carré. Et tu te dis, mais tu peux taper dessus toute la journée, hein, ça reste un rond que tu essaies de faire rentrer dans un carré. Parce que j'ai vu d'ailleurs sur YouTube, non, c'était sur TikTok, ça c'était beaucoup mieux. J'aime beaucoup TikTok parce qu'il y a plein d'animaux. Peut-être parce que je la regarde d'ailleurs. Et il y avait un corbeau qui jouait à ce jeu. Oui, il le faisait super bien. Il le faisait super bien. Il les mettait dans les bons trous. Oui, il avait tout à fait le triangle dans le triangle vert, le rond dans le rond. Il était vachement doué. T'es sûr que c'était un corbeau ? Oui, je crois que c'est un corbeau. Je crois que c'était un merle. Oh, c'est peut-être un merle. Enfin, c'était un de ces oiseaux, quoi. Donc, je me suis dit, moi, j'arrivais pas quand j'avais 20 ans. Alors... Et il avait l'air de s'éclater, hein. Il avait tout à fait compris le jeu. Oui, il n'avait pas besoin de l'expliquer. Non. C'est incroyable, les animaux. Tout ce qu'ils comprennent, on ne mesure pas tout ce qu'ils comprennent. Alors, écoute, il y a Roméo qui, dans la suite de cette question, te demande, d'abord te remercie pour ton travail, notre travail. Il est jeune étudiant en économie et il se demande si la France pourrait à nouveau redevenir une puissance mondiale. Alors, je ne sais pas si on peut dire une puissance mondiale. Je dirais en tout état de cause qu'elle peut, si elle cessait de faire ces imbécilités à laquelle elle se livre depuis longtemps, elle pourrait à nouveau redevenir une puissance d'équilibre. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est ce que De Gaulle avait essayé de faire pendant longtemps. Par exemple, quand il sortait de l'OTAN, c'était pour avoir plus d'influence sur la Russie. Parce que on l'écoutait plus parce qu'il était sorti de l'OTAN, parce que sinon, disons pour les ordres des États-Unis, ça ne nous intéresse pas. Et toute la politique des présidents qu'on a quasiment depuis Chirac, Sarko, Hollande, etc., ça a été que la France cesse d'être une puissance d'équilibre et devienne une puissance d'appoint des États-Unis. Mais c'est très vrai ce que tu dis. Et pour moi, c'est là qu'est le crime. Parce que la France, normalement, comme ça, vu de loin et dans le brouillard, ça doit être la puissance la plus importante de la Méditerranée, par exemple. Tout à fait. C'est parce que, on est partout. On est partout. On a normalement des très bons rapports avec tout ce qui fut nos anciennes colonies. Enfin, on aimerait que ce soit du Liban. Avec tout, tout le bassin méditerranéen, le Liban, autrefois la Syrie, quand c'était encore la Syrie. On était les protecteurs des chrétiens en Liban. Voilà, donc on représentait encore quelque chose diplomatiquement. Et il y avait beaucoup de gens qui, dans la région, nous accepter comme une puissance d'équilibre, justement, parce que on y avait été toujours. Puis on était là historiquement. On était là historiquement, puis on n'avait pas fait du mauvais boulot dans ce boulot d'équilibre. Et là, on a complètement trahi, on a essayé, c'est pas Sarko avait essayé de créer son truc de la Méditerranée, etc., mais ça n'a jamais marché. Puisque une politique étrangère, ça dépend d'une nation, ça dépend pas d'un truc comme l'Europe qui n'existe pas. Je suis d'accord. Et donc, je vois pas, par exemple, les Scandinaves, tu leur parlais de puissance d'équilibre dans la Méditerranée, ils prenaient un air un peu nerveux, puis les Allemands, ils n'en ont rien à foutre de la Méditerranée. Donc,
on a complètement raté ce coche de puissance d'équilibre pour la Méditerranée. Alors c'est intéressant parce que j'aimerais ouvrir plus loin. Est-ce que tu penses pas que quelque part, en ratant ce coche de la Méditerranée, on s'est affaibli. On s'est affaibli et on a quelque part aussi dans ce conflit ukrainien, russo-ukrainien, perdu le coche de la diplomatie. Où est la diplomatie aujourd'hui ? Mais voilà, c'est un truc. Ce que tu dis, c'est une. Les Chinois, me dit ton frère, qui les connaît mieux que moi, bien que j'ai passé un peu de temps. Ils ont une expression pour la diplomatie. Il dit quand on doit négocier avec quelqu'un, il faut essayer de marcher avec ses chaussures pendant une journée ou deux. Par là, ils veulent dire qu'il faut se mettre dans la peau de l'autre pour comprendre exactement ce qu'il demande. Bien sûr. Parce que si on arrive dans la diplomatie en disant « moi, je représente le bien et vous êtes le démon, vous représentez le mal », ça va pas nous amener loin, quoi. Non, mais dans toute négociation, je veux dire, si tu te mets dans une négociation, je sais pas, pour un divorce, pour un contrat, tu dois réfléchir et te mettre dans la peau des deux parties. Pour comprendre ce que l'autre peut lâcher et ce qu'il peut pas lâcher. Voilà, et en général, tu fais ce qu'on appelle un measure, tu dis voilà le plus haut qui pourrait lâcher, voilà le milieu qui sera acceptable, voilà le plus bas que moi, en tant que négociateur, je suis prêt à accepter. Et tu essaies de faire ça pour les deux et tu trouves quelque chose entre la zone grise qui se trouve entre les 60% et les 30% ici. Et puis voilà, tu fais un ratio. Voilà. Et tu te dis, bon, ça je peux l'accepter, ça je peux pas l'accepter. Ça c'est trop bas, vous devez m'en donner plus. Or, ça fait 20 ans, au moins, depuis qu'il est au pouvoir, quoi, ça fait probablement 20 ans, que Poutine dit il y a des choses que je ne peux pas accepter. Et très clairement, c'est-à-dire il fixe sa ligne de 50% et il dit vous êtes très en dessous, ça c'est inacceptable. Ça c'est inacceptable. Et il l'a dit avec des paroles non verbales. Enfin, il l'a dit. Il l'a dit, il y a des gens qui sont venus ici qui nous ont expliqué qu'il l'avait dit fermement à Chirac, à Sarko, à Hollande, et maintenant à Macron, que par exemple, il était hors de question que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. C'était la ligne rouge. Et avant ça, ils avaient dit... Il avait dit « Ok pour l'Eurovision, faites-leur gagner l'Eurovision, ça, je vous le laisse. Voilà. Par contre, l'OTAN, il n'en est pas question. On va dire. Mais par contre, ils pourront faire partie de l'Europe. Ça, il avait dit, si vous voulez, ils feront partie de... puisque vu que ça sert à rien, ils peuvent y aller. Ils peuvent y aller, puis ça va leur coûter de l'argent, et puis ça pourra amener de l'argent en Russie, ça n'a pas gêné. Et puis il avait dit, par exemple, pour la Géorgie, c'était Sarko qui était président, il avait dit... en aucun cas, la Géorgie ne fera partie de l'OTAN. Bon, les Américains ont essayé de faire encore une fois un coup d'État ou je sais pas quoi. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient avoir des ports militaires en Géorgie. Mais tu peux m'expliquer pourquoi les Américains, qui sont quand même de l'autre côté du globe, ont besoin de ports militaires en Géorgie. J'ai arrêté d'essayer de comprendre. De toute façon, à l'époque, souviens-toi, on déjeunait souvent au bistrot à côté, je te disais, mais qu'est-ce qu'ils foutent avec Nord Stream ? J'ai passé de septembre à Noël à me dire, qu'est-ce qui se passe avec Nord Stream, avec cette histoire-là, que font les Américains, Maintenant, on le sait. On le sait. Et donc, la réalité, c'est que ils se sont dit, on va continuer à peser, parce que ça remonte très loin. Quand il y avait eu la réunion entre Gorbatchev et Reagan, pendant lequel Gorbatchev a accepté la réunification d'Allemagne. Bref. La contrepartie, c'était que l'OTAN n'avancerait pas vers la Russie. Or, ils ont avancé comme des fous dès que la Russie a été en difficulté. Et les deux lignes rouges qu'avait mis la Russie n'ont pas été respectées. Et donc, quelque part, les Américains ne pensaient pas que Poutine allait rentrer dans l'Ukraine, allait faire une guerre. Ils se sont dit, il va pas oser. Oui, il va pas oser, internationalement, pour son image. Et puis, c'est vrai que... Ils se sont trompés. Oui. Ils se sont trompés. Et maintenant, ils savent pas... Do not poke the bear. Do not poke the bear. Et maintenant, ils savent pas comment en sortir. Ben non. Et donc, ils font monter la... Oui, mais alors c'est là où, encore une fois, où est notre diplomatie ? On avait quand même, historiquement, des personnes, normalement, capables de... même à l'époque de Villepin, on avait encore quelque chose, un Quai d'Orsay... Ça aurait été une bonne idée, tiens, Villepin. Tu aurais pu nommer Villepin de chargé de négocier... mais des personnes qui savent parler aux uns et aux autres. Comment il s'appelait le ministre des Affaires étrangères de Mitterrand, là, qui était pas mal aussi. On le voit de temps en temps à la télévision encore. Tu sais, comment il s'appelait ? C'était... Bon, bref, on va retrouver son nom. Pas celui qui portait les sacs de riz.
Non, ça c'était pas Kouchner. Ça c'était de Sarko. Ah. On croyait qu'on allait avoir le Karcher et on a eu Kouchner. Non, mais donc on a laissé tomber la diplomatie. Et ça me fait tout. Donc ça, c'est simplement parce qu'on pense qu'on est le bien et que l'autre c'est le mal. Mais à ce moment-là, il peut pas y avoir de diplomatie. Et ça me rappelle exactement ce qu'on a fait avec l'Afrique noire sous Jules Ferry, etc. Tu relis les grands discours, c'était le devoir de la France socialiste d'aller apprendre à ces gens-là à lire, à écrire, à se gouverner. Bref, c'était on en allait faire nos ancêtres les Gaulois, ce qui était loin d'être bas comme raisonnement. Mais enfin, donc on continue à penser, nous, en Occident, qu'on est la lumière du monde et qu'on va expliquer aux autres ce qu'il faut faire et qu'ils vont nous suivre parce qu'on est quand même les plus malins et les plus intelligents. Je pense que le problème structurel, effectivement, c'est qu'on continue de penser qu'on serait la lumière du monde, l'alpha et l'oméga, oui, et que les autres devraient prendre des leçons de nous. Or, je suis pas persuadée quand je nous regarde. La façon dont on se comporte, la façon dont on vit, l'extrême mollesse sociétale qui est un peu la nôtre. Et puis les directions dans lesquelles on va. C'est ce que je disais tout à l'heure à Léonard pendant la petite interview qu'on fait, c'est que ce que disent, par exemple, je crois que c'est les Indiens qui disent ça. Ils disent, 90% des gens dans le monde, quand ils se réveillent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font une prière. Et il y a 10% des gens, là, les blonds aux yeux bleus, qui leur disent « Mais il faut être complètement con pour faire une prière. Vous feriez mieux d'allumer BFM TV. » quoi. Au moins, vous sauriez ce qui se passe. Donc, il y a une espèce, maintenant on en est arrivé à un point dans notre société, de dévalorisation. De l'intériorité. De l'intériorité, c'est ce que disait Bernanos, mais qui est inimaginable. C'est-à-dire que quelqu'un qui essaye par exemple, de prier, qui est un truc qui est le plus naturel à l'humanité, on le considère comme un gros crétin. Et c'est ce que dit Poutine dans son dernier discours. Il dit, écoutez, ces gens-là, non. Regardez, c'est littéralement une civilisation de la mort qu'ils mettent en place. Je vois pas du tout pourquoi je devrais les suivre. Et on voit bien maintenant que vous écoutez les diplomates indiens, il y en a tout un qui passe sur YouTube, et qui expliquent que non, merci, ce qui se passe en Europe, les diplomates noirs, le président du Tanzanie qui a expliqué que non, il ne voyait pas pourquoi il devait s'intéresser au LGBTQ en Tanzanie, parce que c'était pas vraiment le problème. Qu'ils avaient plus immédiatement un problème d'eau courante, j'imagine. D'électricité, d'accès aux soins. Voilà. Et même comment on aura tout ça, il disait c'est pas vraiment dans notre habitude, donc faut pas probablement. On verra. La pauvre journaliste américaine était atterrée, donc. Je me doute, oui. Et donc vous avez tout ce racisme sociétal. Tout ce racisme. Mais c'est embêtant de dire à un noir qu'il est raciste, quoi. C'est embêtant. Oui, c'est pas dans les paramètres. C'est pas dans les paramètres. Hein, c'est bon. Alors donc il y a tout ça. Tu te rends compte que maintenant, les 3/4 de l'humanité sont en train de décider qu'on est fous comme des lapins, qu'on est en train de devenir complètement fous avec nos histoires. Écoute, quand je regarde, alors je regarde parfois, je regarde pas vraiment parce que j'ai envie de m'ossir au bout de 10 minutes, mais je regarde en termes sociologiques des séries comme Euphoria. Je traverse et je me dis, mais on nous raconte des histoires californiennes de gamines droguées. Alors tout le monde se drogue dans ces universités. Ce ne sont même pas l'université, elles sont là au lycée. Hein. Tout le monde change de sexe, tout le monde a évidemment des aventures sexuelles à 6, à 3, avec des poneys, enfin, ce que je sais, sous l'eau. Bon, il te dit, mais enfin... mais pourquoi c'est pareil va à moi hein. Non, mais au-delà de ça, il te dit, mais enfin, vos vies sont... alors évidemment, les mères sont complètement dépassées. À 18 ans, elle a 3 cures de désintox. Enfin, tu te dis, mais qu'est-il... Remarque, on en a eu qui a eu un accident de voiture récemment, le pauvre gars, mais... mais ça, je blâme le système. Le système qui n'aurait jamais dû le laisser conduire, il aurait dû lui enlever son permis. Moi, je ne comprends pas, et ça je l'ai dit tout de suite sur mes réseaux sociaux, je ne comprends pas qu'une personne qui entre en cure de désintoxication de son propre gré ou par le biais d'un tiers, on ne lui retire pas automatiquement son permis et que la délivrance à nouveau de son permis soit soumise à des prises de sang
tous les mois, pas pour son propre bien, pour le bien d'autrui. Oui, parce que on conduit en collectivité et en plus, ça n'est pas dans le cas, parce qu'on le fait avec les gens qui sont alcooliques. Oui. On te redonne des points soumis au fait que tu sois commercial pour ton travail, ainsi de suite. Il n'en a pas besoin pour son boulot, il n'a pas besoin d'aller à la campagne, ce mec-là, il a qu'à rester chez lui, j'en ai rien à foutre. Et voilà. Mais alors, sinon, il a les moyens il se prend un chauffeur. Mais sinon, mais ce que je veux dire, si c'est de l'alcool, bon, toutes les mesures sont prises. Si c'est de la cocaïne ou de la schnouf, non, on n'a pas le droit de le faire parce que ça, c'est de gauche. Mais attends, une seconde. Non, moi je dis, tu rentres en cure de désintox, ça doit être soumis au juge des libertés, et on doit faire des réformes légales en fonction. Ça rentre dans le domaine du juge des libertés, c'est lui qui octroie ou non le renouvellement du permis, point barre, et à la ligne. Oui, mais c'est tout à fait ça, parce que ta liberté de conduire ne doit pas empiéter sur ma liberté de rester en vie. De rester en vie, surtout que t'es tranquille, tu rentres chez toi. Non, mais t'imagines, t'es vendredi, et bam, tout ça parce qu'il y a un gamin qui a envie de se faire sucer par deux. Non, c'est bon. Non, ça va bien, oui. Non, ça suffit les trucs. Alors, autre cher question. Monsieur Gave, Éric, est-il délirant de penser que le gouvernement s'obstine sur la réforme des retraites pour assurer les marchés financiers et qu'il suit de façon suicidaire la ligne dictée par les USA sur l'Ukraine ? Ça rejoint ce qu'on disait. Car la faculté supposée de ces derniers de pouvoir influencer les marchés serait un moyen de pression sur un pays surendetté comme la France. Question subsidiaire. Y a-t-il, selon vous, une raison économique, financière ou autre qui explique la soumission de la France au diktat de l'Allemagne, notamment concernant la politique énergétique et la destruction d'EDF ? Question d'Éric. Là aussi, c'est une très bonne question. Parce que force est de constater qu'on est forcé de se demander, étant donné leur nullité crasse quand même, parce qu'ils voudraient qu'ils ne feraient pas aussi... Alors, il n'y a que deux possibilités. Mettons, les trois possibilités. La première, qui est celle que mon professeur de sciences politiques favorisait à chaque fois, c'est qu'ils soient complètement crétins. Oui, moi aussi, je vais toujours vers les crétins. Je me dis, on va partir du principe que les gens sont idiots. Crétins, donc c'est possible. Voilà. C'est possible. Et qu'ils se fassent rouler dans la farine par les diplomates, par les gars qui négocient pour l'Allemagne, ça n'aurait rien d'étonnant. Bon. Enfin, ils n'ont pas de vanité quand même. Ils n'ont pas de vanité. Mais ça fait rien, ils ne voient pas les résultats. Et peut-être sont-ils nommés dans les conseils d'administration en Allemagne, j'en sais rien. Bon. Première possibilité. La deuxième, c'est que l'Allemagne et les États-Unis ont peut-être des choses extrêmement compromettantes dans leur dossier sur un certain nombre de personnes de notre personnel politique. Ils les font chanter ou quelque chose, oui. Ils leur disent, ce serait dommage que ça paraisse... Oui, que ça sorte au grand jour et puis on sort ça serait dommage, trucs, vous savez, moi on m'a beaucoup dit, quand Mitterrand avait fait son grand discours sur les missiles qui étaient à l'Est, etc., tu te souviens, au Bundesbank, etc., c'est que l'ambassadeur américain était venu le voir, il avait été venu le voir. Cher ami, voilà le dossier qu'on avait sur vous à Vichy, qu'on avait gardé précieusement, donc ce serait embêtant s'il sortait maintenant, quoi. Donc, c'est pas impossible, ce sont des choses... Oui, écoute... Quand on était dans la haute finance, etc., il y a peut-être des trucs qu'on a fait, ça serait embêtant si ça se savait, quoi. Bon, voilà. Ne serait-ce que encore une fois, on repose la question, on a quand même le seul banquier d'affaires président qui est incapable de visiblement mettre 1 million de côté quand il est banquier d'affaires. Non, mais sans ça, mais il en avait gagné 3 ou 4 qui ont disparu. Ils sont où encore une fois, Olivier Berruy avait calculé qu'il lui fallu qu'il dépensât un SMIC par jour ou deux. 8 000 € par jour ou l'équivalent. Enfin, il y avait des trucs qui étaient bizarres. Donc, il y a des gens qui ont des choses. Bon, à ce moment-là... Ou alors, si tu veux, la troisième possibilité, c'est que une certaine partie de notre perte politique est simplement achetée. C'est-à-dire qu'ils sont dans ce cas-là, ils corrompus. Et que ça, c'est ce que les États-Unis ont fait avec l'élite de l'Amérique latine pendant très longtemps, bien sûr. Ou en Asie aussi, etc. Donc, c'est pas les trois possibles. Mais maintenant, il est possible qu'on ait les trois à la fois, qu'ils soient nuls, qui en ait quelque chose sur eux et qui soient corrompus. Si les gens sont nuls, souvent ils sont aussi corrompus, puisque comme ils sont pas bons, ils sont bien obligés de se le faire acheter. C'est comme ça. Ou alors qu'ils sont arrivés à ces positions de pouvoir parce qu'on les y a poussés, parce que personne... J'ai jamais très bien compris pourquoi d'un seul coup on s'est retrouvé avec M. Macron, dont personne n'avait jamais entendu parler, puis d'un seul coup tous les magazines en France se sont mis à montrer les photos de Brigitte et de... Qu'on a fait se marier 2 ans avant, parce qu'avant ils n'étaient pas mariés, ils se sont mariés 2 ans avant, qu'ils commencent à être dans la lumière. Donc on nous a amené ce gars-là, on nous a dit, puis on a fait sauter Fillon, vite fait. Donc tout ça ressemble à des manœuvres qui... on aurait voulu mettre un type sur lequel on avait
des moyens de pression au pouvoir, on n'aurait pas fait autrement, quoi. Alors, je sais pas qui les a, ces moyens de pression, mais enfin bref. Donc, si vous pourrez Ça répondre peut à la être plusieurs question, personnes, ça peut être plusieurs hein, personnes. qui ont des Donc, leviers différents. oui, c'est pas du tout exclu. Maintenant, l'abandon d'une diplomatie indépendante, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, puissance d'équilibre, etc. Avec Macron, avec Hollande et avec Sarko, parce que c'est Sarko qui a rejoint l'Alliance Atlantique, hein, on ne le dira jamais assez. Oui, bien sûr. On a abandonné ce rôle de la France puissance d'équilibre littéralement pour un plat de lentilles. C'est-à-dire, j'ai jamais très bien compris ce que les Américains avaient donné à Sarko pour qu'il fasse ça. Sarko avait, paraît-il, demandé le commandement militaire de la zone méditerranéenne de l'OTAN, et les Américains l'ont envoyé péter. Mais alors pourquoi a-t-il rejoint? Et chaque fois que Mitterrand envoyait, qui avait ses défauts, mais qui me rendait pas honteux, Roland Dumas, qui était son ministre des Affaires étrangères, chaque fois qu'il partait à une réunion internationale avec les Américains, et Mitterrand lui disait Roland, souvenez-vous, nous ne rejoindrons jamais l'OTAN. Donc c'était le message qu'il donnait, parce que les Américains voulaient absolument qu'on rejoigne l'OTAN. Et on l'a fait. Et donc ça s'est fait sous... peut-être Sarko avait-il des choses aussi dont il ne voulait pas que... Peut-être il était aussi... Parce que quand même, tous les gars qui sont arrivés au pouvoir, c'était ce qu'on appelait... Friends of the US, Hollande y avait été... Des atlantistes. Des atlantistes, des européistes. Et on a eu le droit de voter que pour ça. Et ben, quand on a voté contre, Dieu sait qu'on l'a fait, oui. On s'est assis dessus. On s'est assis dessus avec beaucoup. Donc, ça pose, encore une fois, le problème de, logiquement, dans un pays normal, si un gouvernement consent à un abandon de souveraineté, comme c'est le cas en Suisse, par exemple, ça doit passer par un référendum où le peuple accepte. Bien sûr. Mais c'est rare, du reste, qu'ils le choisissent. C'est très rare. Qu'un peuple dise non, oui, je vous en prie. Je vous en prie, prenez ma souveraineté juridique. Oui, voilà. Et faites ce que vous voulez. Faites de nous ce que vous voulez. Non, ça n'arrive jamais. En fait, ils disent toujours non. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que toutes les décisions constitutionnelles, juridiques, etc., qui ont été prises depuis les années Chirac, sont-elles anticonstitutionnelles? Sont-elles illégales? Parce qu'en principe, si tu es un gouvernement d'un pays, tu ne peux pas abandonner sa souveraineté. C'est comment dire en termes juridiques, c'est inatteignable, c'est pas abandonnable, c'est pas... Oui, c'est inaliénable. Inaliénable, voilà. La souveraineté, en principe, est inaliénable. Donc, on nous a vendu des trucs depuis. Donc, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup, c'est que dans la Constitution, la souveraineté est inaliénable, et on l'a aliénée comme des malades. Et 3 ou 4 gouvernements de suite, de gauche ou de droite. C'est quand même curieux. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre classe politique? À quel moment s'est-elle mise à trahir? Ben moi, je dirais que... Oui, je ne sais pas si c'était Mitterrand, mais je ne crois pas. Curieusement, je pense que Mitterrand avait plus de tenue que ça. Je vais te dire un truc. Mitterrand avait effectivement tous les défauts de la Terre. Il avait une qualité, c'est une certaine idée de la France. Oui, c'est ça. Et après... Et une certaine idée de son rôle. Mais il a quand même dit « Je serai le dernier président de la Ve République ». Donc ça voulait dire qu'il savait que tous les gars derrière, c'était des guignols. Qu'elle allait être mis, qu'elle allait être des pantins, qu'on allait mettre... lui, enfin, il avait raison ou tort, l'histoire tranchera, mais effectivement, en tout cas, je pense qu'en son âme... Lui. Oui. Alors que j'ai eu honte de Chirac, j'ai eu honte de Chirac. You want me to go back to my plane? Avec toi, ça c'était en Israël. Ça. C'était en Israël. Après, on a eu le fameux... You want to do what you want to be do, qui est François. To be do be do. Non, mais tu te dis, mais ça va de Caribe aussi, là, cette affaire. On est passé... Bon, tu me diras après, quand tu nommes un mec des PTT... mais tu montres le type des... Postier de Tulle. Le postier de Tulle, là. Après, c'est... Sky is the limit. Alors, Arnold Tellier a une question pour toi qui s'insère un peu dans cette histoire de souveraineté. Est-ce que tu penses qu'on doit faire une croix définitive sur le nucléaire français ou est-ce qu'on peut croire un petit peu à un plan de relance de nucléaire civil ?
Et un peu de souveraineté énergétique. Parce que le problème, c'est la perte de notre souveraineté énergétique. Alors ça, c'est une question très importante. Mais encore une fois, la souveraineté énergétique, aussi curieux que ça paraisse, ça a commencé sous la 4e, où on a commencé, par exemple, on a fait les premiers travaux, et on en avait part de... Parce que les gens ne s'en souviennent pas. C'était Bourges-Monori qui était au pouvoir à l'époque, etc., qui était un grand copain de Mitterrand, d'ailleurs. On a commencé les travaux sur la bombe atomique, etc., et on travaillait... littéralement en même temps, dans le même bureau, quasiment, avec les Israéliens. Donc, on a aidé les Israéliens à développer les savants français, les savants israéliens travaillaient dans la main. Puis, à partir du moment où De Gaulle est arrivé, les Israéliens étaient un peu moins bien vus. Vous êtes la secrétaire de qui? C'est tout à fait ça. Donc, c'est un truc qui a donc commencé dans les années 50, et on a développé toute une série de gars à partir du corps des mines, etc., qui ont porté la politique industrielle, la politique énergétique de la France jusqu'à Giscard. L'embêtant, c'est qu'aujourd'hui, on a peut-être encore une dizaine de corps des mines qu'on pourrait mettre au boulot. Qui doivent proche des 70 quand même. Oui, non, mais même ceux qui sont sortis il y a 5-10 ans, ils doivent encore savoir comment ça marche une centrale nucléaire. Mais on n'a plus les arts amitiés, qui étaient, dans le fond, c'était les corps des mines, c'était les généraux là en haut, puis le type qui disait allez, on sort de la tranchée, on va commencer à boulot-bidonner. Tous les arts et métiers, ils sont partis faire autre chose. Ils sont partis, moi je le vois, regarde les copains de ma fille, ainsi de suite, ils font arts et métiers, mais à l'étranger. Oui, c'est ça. Fait Léandre, oui. Ils font ça, mais là-bas. Là-bas. En Angleterre, aux États-Unis. Et en plus, et les arts et métiers, c'était l'endroit où... c'est toujours la vieille blague, c'est que... tu veux faire un pont, tu demandes à un gars des arts et métiers, le pont, il marche très bien et tout, mais il sait pas pourquoi. Et tu fais venir un polytechnicien, il te fait un très beau pont qui tombe, et il sait pas pourquoi non plus, quoi. Il y a un côté pratique qui correspondait bien à la France, où c'était les gars qui mettaient le gars dans le cambouis, et puis il y avait le gars en haut qui, lui, savait pourquoi ça marchait en théorie, mais il fallait quand même des gars qui étaient en haut. Ton père, dès qu'on voyait un tire-bouchon, Saint-Cyrien, dès qu'il y avait un tire-bouchon qui ne fonctionnait pas, il disait que c'était un tire-bouchon de polytechnicien. C'était que le truc avec des embouts, des machins qui pistonnaient, il fallait tourner ça. C'était beaucoup trop compliqué, ça marchait pas. Beaucoup trop compliqué. Ça marchait pas. Bon, bien, c'est la vieille blague qu'on dit en Corse, tu sais, il y a un Corse qui est là dans la montagne, puis il voit des ingénieurs qui sont là, il lui demande qu'est-ce que vous faites, puis on va faire passer une route. Et il dit, tiens, c'est intéressant, mais moi je vais vous dire comment on fait en Corse. On met un âne, puis l'âne il monte doucement à l'endroit où c'est le moins dur de monter, donc on fait la route là, quoi. Et l'ingénieur français, arrive de Paris, il lui dit, alors, comment vous faites quand vous n'avez pas d'âne? Eh bien, on fait venir des ingénieurs de Paris. C'est bête, mais ça servait à ça. Alors, sans vouloir faire de mal aux gens, un peu les ânes, c'était les arts et métiers qui étaient qui étaient le gars. Et puis on n'en a plus, on n'a plus de fondeurs, on n'a plus de... Donc il faudrait vraiment un plan national de reconstruction du nucléaire et tous les ingénieurs, maintenant les types les plus brillants en maths, etc., ils vont tous à Londres gagner de l'argent dans le trading. Oui, et les Français sont très... les fonds sont très friands de Français forts en maths. Ben voilà, bien sûr, on est vachement bons en maths. Ouais. Je veux dire, il y a 3 nations qui sont bonnes en maths, les Russes, nous et les Indiens. Ben, tu les trouves partout dans les tables de trading à Londres. Des Russes, Donc, mais maintenant, si tu gagnes des 100 et des 1000 à Londres en faisant du trading et que tu gagnes pas un rond en étant à EDF, tu vas rester sur ta table de trading. Encore, tu peux choisir, si tu as un métier passionnant, de pas gagner. Mais encore faut-il que ce soit passionnant et que tu te trouves pas derrière Marcel qui t'empêche de faire avancer ta carrière et qui te fait faire des trucs non seulement super, ça, mais il faut aussi que ça se passe sans que la semaine prochaine... il y a une élection cantonale et qu'on décide qu'il faut prendre en compte le vote écolo et que toi, ta carrière va s'arrêter parce qu'il y a 3% de gars qui... Il faut qu'il y ait une visibilité. Parce que tu sens le pouvoir politique derrière lui. Quelque part, l'industrie nucléaire française a été la seule à avoir le pouvoir politique derrière elle pendant 30 ans. Et puis maintenant, ça a été remplacé par les Chinois, quoi. Et les Indiens.
Voilà. Les Chinois et les Indiens, maintenant, c'est eux qui font Donc, tout. en gros, si on voulait être actif sur cette question, ça passerait déjà par une volonté politique et par un traitement, bien que je déteste mettre le politique... Oui, maintenant. Oui, parce que parce qu'on nous a dit qu'on allait doubler ou tripler les centrales. C'est comme un tanker, hein. Quand tu arrêtes le flux, ça met des kilomètres avant de s'arrêter. Et maintenant, pour relancer, il va falloir le pétrolier, mettre les gaz. Il est échoué. Hein. Oui, là, on est Exxon Valdez. Voilà. Et là, il y a le patron de Peugeot qui a fait une déclaration. Bon, il a gagné, je ne sais pas encore, 15 ou 16 milliards d'euros, c'est très bien aussi. Celui-là, il faudrait le punir d'ailleurs. Comment il s'appelle c'est un Portugais d'ailleurs, mais enfin c'est pas grave. Il a dit alors, nous, quand on lance un plan, parce que c'est une énorme entreprise mondiale, hein, ils ont des usines partout, bien sûr. L'annonce c'est à peu près 3%. On se met d'accord sur le plan, c'est à peu près 3%. Puis ensuite 90%, 97%, c'est comment on va procéder dans le détail à mettre les usines ici, comment on va changer les CRS. Donc il y a tout un travail de comité, etc. Et ça prend littéralement un an et demi pour descendre du plan qui fixe les grands objectifs jusqu'à... ça me paraît normal. Mais c'est normal. Mais nous, on fait l'annonce, on va développer le truc nucléaire et rien. Oui. Rien. Donc on n'a plus que des effets d'annonce. C'est-à-dire que gouverner... Gouverner, c'est annoncer maintenant. Gouverner, c'est annoncer, alors qu'autrefois, gouverner, c'était prévoir, quoi. Donc, autrefois, il fallait 4-5 ans. Et bien maintenant, on te dit non, on va doubler le pouvoir nucléaire, enfin, le pouvoir énergétique de la... Et comment où l'argent, où sont les gars, où sont les... Oui, mais tu remarqueras que normalement c'était le boulot des journalistes dans le temps de suivre ça et de dire écoutez, vous avez fait un très joli effet d'annonce et de revenir 6 mois après en disant bon alors où sont les budgets, c'est provisionné où, le petit jaune il est où, non. Alors, il y a des effets d'annonce. On a Bruno Le Maire, temps après temps, qui arrive en disant « Nous avons réussi à désinflammer la courbe de l'inflation qui... » On dit « Mais c'est pas vrai !» On lui dit « Mais c'est pas vrai du tout !» Alors déjà, c'est pas vrai maintenant, et ça sera pas vrai demain, et encore moins vrai après-demain. Et c'est pas grave. Ça n'a aucune conséquence, jamais. Parce qu'il n'y a plus... on va revenir à quelque chose dont on a souvent discuté. Il n'y a plus les journalistes qui faisaient leur boulot de tenir un petit peu les gouvernements responsables. Le 4e pouvoir, la presse, est devenue une partie de ce pouvoir politico-médiatique et ils sont très contents parce qu'ils ont l'impression qu'ils dînent avec les gens importants. Alors, il y a ça, et puis ils font du public rédactionnel, ils font du Voici, ils font du Gala, alors ils racontent les petits trucs, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de vrai dossier. Il n'y a pas de vrai dossier, non, mais il n'y a pas de vrai dossier, et donc on ne demande pas à la présidente de la République, par exemple, qui a Madame Borne, oui c'est ça, Borne. Sœur Sourire, je l'appelle. Sœur Sourire, oui c'est ça, Sœur Sourire, il y a 2 ans, elle annonçait avec fierté que c'était elle qui était responsable de la fermeture de Fessenheim et qu'on allait fermer la moitié des centrales. 2 ans plus tard, la même personne, Premier ministre, décide qu'il va falloir développer le programme nucléaire français. Mais attends une seconde, il y a 2 ans, elle nous annonçait que c'était un désastre, l'énergie nucléaire. Et 2 ans après, il y a les polytechniciennes. Donc, on nous prend pour des cons, quoi. Tu vois, c'est quand même extraordinaire de mettre la même personne. C'est comme si tu avais chargé Gamelin du débarquement en Normandie, quoi. Oui, mais ça... Non, ça se réconcilie très bien dans leur tête, il n'y a aucun problème. Il n'y a absolument aucun problème. Mais donc, pour revenir à la question, c'est possible, c'est même extraordinairement souhaitable, mais avec le corps politique actuel, ça paraît peu probable. Alors... Alors, j'ai une question plus générale de Stéphane, qui te remercie pour ta parole libérale et qui évoque l'export. Elle n'est pas libérale, elle est libre. Elle est libre. Mais là, je pense que c'est plus sur... parce que je porte un jugement libéral, parce que les deux vont de pair. Alors, il te pose la question, est-ce que l'export est la condition d'enrichissement d'une nation ? Non. Et ça, il faut relire les travaux de Bastia et tout, qui est à mourir de rire. Ce qui est la condition d'enrichissement d'une nation, c'est qu'elle fasse ce à quoi elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Donc, le mieux qui peut arriver à quelqu'un... Penser que l'export est une condition d'enrichissement d'une nation, c'est suivre un régime mercantiliste. Pourquoi ? Parce qu'autrefois, si tu exportais plus que tu n'importais, tu gagnais de l'or. Puisque le règlement se faisait en or. Puis tu le mettais dans ta cave...
à la Banque de France, et puis tu allais le regarder dans ton temps. Mais j'imagine que dans l'esprit, c'est aussi une idée un peu ricardienne, c'est-à-dire de spécialisation de la nation. Donc, si toi, tu es bon en drap, tu vas te spécialiser en drap, tu vas l'échanger contre du fromage, contre ceux qui font bien le fromage, voilà, et ainsi de suite. C'est toujours la même idée. Mais ce qui est important, c'est justement la spécialisation, de façon à ce que tout le monde puisse acheter plus de drap et plus de fromage. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce qui compte, c'est que tu payes tes importations par tes exportations. D'accord. Tu vois, normalement, c'est comme ça que ça se passait. Et puis, dans le temps, si tu réussissais pas à les payer par tes importations, par tes exportations, tu devais filer de l'or que tu avais mis en réserve pour les jours nécessiteux. Aujourd'hui, on file de la dette. Enfin, tant qu'on trouve des débiles pour nous la prendre. Hein. Et voilà. Tant qu'on trouve des débiles pour nous la prendre. Donc aujourd'hui, on file de la dette. Donc on ne paye pas les produits qu'on importe. On vend des produits qu'on fera peut-être dans le futur. Hein, mais on sait très bien qu'on sera incapable de les faire. Donc on sait très bien qu'aujourd'hui, la dette nous a permis de ne pas prendre des décisions difficiles. Qu'on devrait prendre. Sans compter quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé à GAFCAL et dont on reparle, c'est l'extrême fragilité. Voilà, de ce système comme ça. D'un système d'hyper-spécialisation avec littéralement des corners complètement laissés ouverts. On l'a vu pour les médicaments, c'est-à-dire que quand on se laisse quelque part dépendant, on va dire, d'un excipient S23C dont on a besoin dans tous les Doliprane, arrive le moment où quand il n'est plus fourni, qu'est-ce qu'on fait ? Mais qu'est-ce qu'on fait ? On retrouve. Donc, c'est là où toute la qualité du gouvernement, il faut en quelque sorte se spécialiser à mort dans tous les trucs qui ne sont pas indispensables. Et faire très attention, justement, à l'énergie, à la nourriture. Des domaines dans lesquels on est devenu dépendant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors qu'on était autosuffisant en énergie, on importe de l'énergie. Et sur l'agroalimentaire, également. C'est quand même dingue que nous, nation française, on se retrouve à importer de la nourriture. C'est incompréhensible. Nous, c'est incompréhensible. Alors que le deuxième exportateur mondial de nourriture, c'est la Hollande. Donc, tu te dis, alors qu'ils ont quoi ? 3 serres. Alors qu'ils ont 3 serres à une époque où l'énergie est chère. Donc tu te dis, non seulement ça, mais tu te dis c'est un tout petit pays. Nous, avec les espaces immenses qu'on a et tout, qu'on a réussi à foutre en notre agriculture. Avec des terres formidables, avec absolument tout. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec la France, c'est que ils ont réussi à foutre en l'air notre énergie, qui était quand même un immense succès, on était les meilleurs au monde, et notre agriculture, où on était aussi les meilleurs au monde. Parce que bien sûr qu'on est les meilleurs. Regarde notre territoire, on a tout. On a à la fois de la pêche, on a la Méditerranée, on a les terres très riches de Normandie, on a la Beauce, la Brie, la Picardie, on a tous ces trucs qui, structurellement, on est les meilleurs. C'est qu'aussi, on a le plus grand littoral au monde, à part les États-Unis, je crois, tu vois, parce qu'on a une côte très découpée, etc. Et on ne réussit pas à avoir un port. C'est incroyable. On ne réussit pas à avoir un port, tout ça, parce que les ports ont été toujours gérés par les ingénieurs des ponts, et que les ingénieurs des ponts trouvent qu'ils sont les meilleurs et qu'ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit pour que ça se développe, quoi. Donc tu regardes ça et tu te dis, mais jusqu'à quand les élites françaises vont-elles empêcher ce pays de vivre normalement ? Parce que ce sont des criminels. Littéralement des criminels. Ils condamnent le peuple à la misère par la propre incompétence. Moi, ça me rend triste parce que, tu vois, j'ai des enfants qui sont en âge de vivre et je me dis, elles vont probablement être condamnées à ne pas vivre dans un pays que j'adore, que je trouve le plus beau du monde, parce que des gens idiots le maltraitent. Et elles vont être obligées sûrement de vivre à l'étranger. Bon, elles auront des bonnes vies, je pense, mais pourquoi elles peuvent pas vivre dans leur pays, ces petites ? Parce que simplement, il y a des gens qui sont situés du côté de Bercy qui n'en ont aucune idée. Par exemple, tu peux dire que la crise hospitalière d'aujourd'hui a été créée de toutes pièces par Bercy, quoi. On avait quand même aussi, comme le disait... un système de santé, normalement, qui voulait dire quelque chose. Il nous coûtait un max, certes, il nous coûte toujours un max, mais maintenant, on n'a même plus le service. Non. Maintenant, il n'est pas rare d'entendre des personnes qui passent 48 heures sur une civière dans les couloirs. L'éducation, qui était quand même aussi... C'est à l'os. C'était aussi une des grandes réussites de la France. La montée de l'éducation populaire, c'était une des grandes réussites de la Troisième République. Et puis, c'est ridicule, le budget de l'éducation, 6 milliards, franchement. Ouais, c'est grotesque. Enfin... Donc, si tu veux, le vrai problème, c'est comment se débarrasse-t-on de ces gens-là ? Qui ont piqué toutes les richesses et qui continuent de le faire. Et qui ont capturé le système politique. Bien sûr. Et médiatique. Et médiatique, complètement. Donc, les Français ne savent même pas où se tourner, donc ils ne vont plus voter. Non, et si tu veux, le problème, c'est que dans ces cas-là, il y a des espèces de phénomènes de glaciation, et les gens cristallisent
sur des épiphénomènes qui ne sont pas forcément sur lesquels on essaye de les faire cristalliser. Voilà. Et j'ai toujours peur, parce qu'on a vécu les années 30 et on ne va pas refaire les heures les plus noires, ainsi de suite, mais l'humain est ainsi que... Tu as besoin d'un bouc émissaire. Tu as besoin d'un bouc émissaire, c'est René Girard. Et on a tous tendance à s'engouffrer là-dedans. Et il faut vraiment, quelque part, garder ces réflexes de chrétien, d'humain, peut-être d'homme de la cité, et de se dire, non, gardons-nous d'aller trop vite dans ces jugements. Mais on sait parfaitement que sont responsables tous ces gens qui sont, par exemple, il y a André Berkoff qui a fait une excellente émission sur, je ne sais plus quel NGO là, qui doit s'occuper des gens en France qui sont dans la misère la plus absolue, etc. Donc, les choses des migrants en Méditerranée. Non, mais un autre, mais enfin, une spécifiquement. 80 millions de budget donné par l'État. Tu sais pour que ça s'occupe de ça. Bien sûr. Eh ben, tout le monde avait voiture de fonction. Le président a été payé 250 000. Tout le monde était payé au-dessus de 150 000. Tout le monde voyageait en business. Ils avaient des cartes de crédit dans lesquelles ils pouvaient tirer. Donc, il a donné tous les chiffres, ce bon André. On l'a vu pour Haïti aussi. On l'a vu pour Haïti, c'est pareil. Avec les Clinton et compagnie. Les Clinton qui ont pillé les 4 milliards de dollars. Donc, il y a des gens dont la spécialité est, dans nos États, de piller les troncs dans l'église. Et personne ne va jamais après ces gens-là. Et j'ai envie de leur dire, mais... Parce qu'ils arrosent aussi. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens autour. Et je sais pas pourquoi ils sont intouchables. Mais la spécialité du gouvernement aujourd'hui, c'est de piquer l'argent des pauvres. Leur but, c'est de piquer l'argent des pauvres. Et ils n'ont pas honte d'aller piquer dans le tronc de monsieur le curé. Et je me dis, mais... Jusqu'à où descendra-t-on du point de vue moral, quoi? C'est qu'autrefois, les gouvernements, ils avaient quand même une vague idée du bien commun. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe dans notre pays qui est un effondrement. Si tu voles, c'est pas grave. Ben voilà. Et si tu voles aux pauvres, c'est très bien. Ils disent salaud de pauvres. Il y en a beaucoup. Ce que disait Mark Twain, il faut toujours imposer les pauvres parce qu'il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Voilà. Écoutez, je crois que oui, on a fait un petit tour presque de l'heure. Donc, on aura posé des petites questions. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez d'autres questions, parfois j'y réponds aussi dans les commentaires. Et puis, voilà, on va vous dire à la semaine prochaine. On n'a pas encore choisi ce dont on allait parler, mais on va trouver un sujet fort et palpitant. N'hésitez pas à regarder notre vidéo sur le travail parce que c'est la préférée de Charles et il la trouve formidable. Je la trouve très bien, sans blague. Je me suis dit, j'ai écouté après, je me suis dit, oui, parfois on fait des trucs bien. Parfois on fait des trucs bien parce qu'on distingue bien entre le labeur et le travail pénible. Etc. Donc il y a une notion essentielle. Mais je crois que c'est un truc important. De temps en temps, je relis ce que j'ai écrit ou je réécoute ce qu'on a dit. Et de temps en temps, je suis déçu. Puis de temps en temps, je me dis, tiens, c'était... Et parfois, t'es déçu en bien. Donc, parfois, je suis déçu en bien. Ben là, j'ai plutôt été déçu en bien. Tiens, j'aimerais bien faire une réunion, une émission un jour peut-être sur ce rôle de la diplomatie dans les conflits, etc. Mais il faudrait peut-être qu'on invite un diplomate, quelqu'un qui tu pourras en parler de façon... Ou bien parler presque de façon philosophique, de savoir comment approcher des problèmes comme l'Ukraine, comme les relations entre les États-Unis et la Chine, entre l'Afrique et la France, etc. Parce que c'est toujours la même erreur que les gens font, c'est-à-dire de dire « moi j'ai raison, vous avez tort, donc vous allez faire ce que je vous dis ». Tu vois, c'est-à-dire de réintroduire la notion du dialogue dans les rapports entre humains. Comment on fait ça proprement? Ça marche. Et comment on l'a pas fait jusqu'ici? Voilà. Écoutez, merci encore de nous avoir suivis et on vous dit donc avec grand plaisir à la semaine prochaine. Merci. À bientôt.